Ok, aujourd'hui on est le mercredi 7 juillet 2021 et ça fait donc tout pile 2 mois que je me suis fait opérer en Corée puisque je me suis fait opérer le vendredi 7 mai 2021 à 10h. J'avais dit que j'en ferais une vidéo de tout ce qui s'est passé, en fait, le suivi avant, après l'opération. Je voulais attendre un certain moment de façon à avoir le recul nécessaire et je pense que maintenant je l'ai le recul, maintenant je peux marcher, je suis libre en fait. Et donc du coup, bon, on va d'abord revenir sur les faits. Il y a 3 ans, 2-3 ans, je suis tombée un peu avant mon bac de sport et j'ai fait une entorse de type 3 au stade 3, donc c'est avec rupture des ligaments. Quand j'avais été aux urgences en France, on m'a simplement fait passer une radio. Le médecin qui s'est occupé de moi aux urgences m'a dit aux radios, il n'y a pas de fracture, donc tu peux marcher, merci, au revoir. 6 heures d'attente pour ça, ça fait chier, mais bon, bah voilà. Je suis repartie sans béquille, sans rien. On m'a dit prendre du Doliprane 500, ça va passer. Puis au bout de quelques jours, je dis à ma mère, maman, ma cheville elle bouge plus, je peux plus la bouger, c'était un œuf d'autruche, le truc c'était impressionnant. Elle finit par appeler mon médecin traitant qui dit que bah, c'est bien de faire une radio, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des os dans une cheville, il y a des tendons, des ligaments et tout ça. Et il préconise de faire un IRM ou au moins une échographie. Si c'est ligamentaire, on pourra le voir à l'échographie. Je fais une échographie qui montre qu'il y a bien rupture des ligaments, donc je me suis vraiment fait une sale entorse. Le médecin qui a vu ça a dit en général dans ces cas-là on fait une opération parce que ça se remet, mais ça met beaucoup de temps et ça se remet très mal en général. Donc si on fait pas l'opération maintenant, en général dans l'année suivante l'opération on l'a fait. Suite à ça on est redirigé vers un spécialiste qui n'en a rien à foutre de mon cas. Je vais voir le spécialiste en France du coup. Qui regarde les radios, qui dit bon bah il n'y a pas de fracture, c'est une entorse, on va plâtrer. Avec ma mère à ce moment-là on insiste en disant regardez quand même le compte rendu de l'échographie, apparemment il y a une rupture des ligaments et on nous a suggéré d'opérer, peut-être qu'il faudrait regarder l'échographie. Le spécialiste qui n'en a rien à foutre, qui ne regarde pas un seul instant le compte rendu de l'échographie ni l'échographie, qui dit je suis spécialiste, j'ai déjà vu des entorses, on va plâtrer 6 semaines. Voilà, tout était dit. J'ai été plâtrée 6 semaines, donc pendant 6 semaines ça a été pour moi le fauteuil roulant parce que les béquilles, j'arrive pas à marcher en béquille et finalement c'était plus dangereux pour moi de rester en béquille que d'être en fauteuil roulant. Au bout de 6 semaines on m'enlève le plâtre, je ne peux toujours pas marcher, c'est beaucoup trop douloureux, la cheville elle enfle instantanément et puis en fait je sens qu'elle tient pas quoi. Mais voilà, ça c'était un petit peu le cadet des soucis apparemment du spécialiste que j'avais vu à l'époque et donc c'est une époque qui va durer longtemps puisque je m'étais fait mal à l'époque, donc je crois en octobre, début octobre, et je vais commencer à remarcher en février d'après. La prise en charge kinésithérapeutique, elle a été tout aussi bonne que la prise en charge faite par mon spécialiste, c'est-à-dire très très bonne. J'ai eu 3 séances de kiné pour ça. Après octobre, novembre, décembre, janvier, février, après 5 mois où j'ai pas utilisé ma cheville, j'ai eu 3 séances de kiné. Donc autant vous dire que ma cheville n'a pas été renforcée. Et suite à ça, donc impossibilité de courir, de faire du sport, peu importe le sport, c'était impossible pour moi de le faire très attention quand je marche. Et voilà, donc en fait ça a un petit peu changé mon quotidien, enfin changé mon quotidien pas tant que ça, mais je veux dire, plus possibilité de faire du sport, des randonnées, tout ça, il fallait que je fasse hyper attention à ma cheville, très attention aux chaussures que je mettais. Mais au final, ça a fini par passer et voilà, ça m'a pas plus posé de problème que ça. J'arrive en Corée le 15 février 2021 et en cherchant mon Airbnb, je me perds un petit peu dans le bâtiment parce que tout était écrit en coréen et à l'époque, je lisais pas si bien le coréen que ça. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver mon Airbnb et en fait, en parcourant les étages par les escaliers parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, je tombe, je me tords la cheville. Et sur le coup, ça me fait pas forcément mal, mais c'est en marchant, je vois que quand je marche, ça me fait vraiment très mal. Je me dis, je m'en fous, j'ai 2 semaines de quarantaine, donc j'ai potentiellement 2 semaines à rien faire et à pas marcher du tout, puisque j'étais dans un tout petit Airbnb de 12 mètres carrés, donc j'avais rien à faire.
Mais bon, après, voilà, j'ai décidé de pas aller à l'hôpital puisque j'étais en quarantaine et c'était pas quelque chose de vraiment urgent. Le temps passe, je mets de la glace, j'utilise d'abord dans un premier temps une attelle quand j'ai besoin de me déplacer. Mais voilà, sinon je mets de la glace, un petit roll-on anti-inflammatoire que mon copain m'avait fait livrer. Enfin, tout se passe normalement. Donc en bout de 2 semaines, ça a quand même bien dégonflé et je peux remarcher sans avoir trop de douleur. Mais très rapidement, je me rends compte à la fin de ma quarantaine, pardon, que dès que je marche, ma cheville se tord. Mais sans aucune raison. C'est-à-dire que je suis en basket, je suis sur des chaussures qui sont plates, sur des endroits, enfin dans des rues qui sont plates, et je me tords quand même la cheville. Et alors, on pourrait dire que je fais pas attention, que c'est vraiment de l'inattention et que du coup je me tords la cheville parce que je fais pas gaffe en fait. Mais non, je me tords la cheville vraiment sans aucune raison et c'est ça toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Il y a des moments, je me tords la cheville, mais ça me fait pas mal du tout et il n'y a pas forcément un gros gonflement qui apparaît. Donc j'y prête pas attention, juste bah, je continue ma vie. Et puis il y a d'autres moments où ça commence à enfler, je me dis ok, il faut que j'arrête de marcher, j'ai pas envie de me refaire une entorse. Alors que finalement c'était comme des mini-entorses, puisque la cheville gonflait et ça me faisait mal. Donc bon, bah, je continue quand même ma petite vie, en tombant pratiquement toutes les semaines, jusqu'au, je crois, le 25 avril, où je tombe, mais cette fois-ci je ne me relève pas. Je suis dans une rue un tout petit peu en pente, mais voilà, pas plus que ça. Je suis en chaussures plates, je suis en basket. Et voilà, et je tombe et là je me relève pas et j'ai vraiment très très mal. Vraiment, vraiment très très mal. J'ai eu beaucoup plus mal que la première fois où je suis tombée il y a 3 ans, donc c'est pour dire. Et là, gros mouvement de panique, et quand je panique, moi je suis bonne à rien, vraiment. Très rapidement, mes amis avec qui j'étais, ils appellent mon copain, on m'emmène à l'hôpital et on a fait plusieurs hôpitaux parce que à chaque arrivée à l'hôpital, en fait, on me demande si j'ai une assurance. Euh, L'assurance en Corée, il y a une assurance nationale, un peu comme la sécurité sociale en France, mais quand on est étranger, on ne l'obtient que 6 mois après l'arrivée sur le territoire quand on est en D4, qui est le visa d'étudiant en langue coréenne, et je crois 3 mois quand on travaille sur place, quand on a un visa travail, je sais plus trop. Mais voilà, toujours est-il que je n'ai pas d'assurance en Corée et qu'on me dit du coup, si elle veut faire des examens pour voir ce qu'elle a, il va falloir avancer les frais. Une radio, c'est aux alentours de 600 €, si j'ai bien compris. Et il nous a dit, l'hôpital nous informe qu'une douleur comme ça, une radio, ça va pas suffire, va falloir faire un IRM. Et un IRM, là, on monte dans minimum 900 €. Et c'est pas possible, je peux pas payer. Je peux pas avancer, de toute façon j'ai un plafond mensuel à ma banque qui fait que de toute façon, même si j'avais eu l'argent, je n'aurais pas pu avancer les frais puisque j'aurais été bloquée et j'avais déjà fait appel à ma banque pour débloquer ce plafond et c'était pas possible. Donc de toute façon, même dans ces cas-là, je n'aurais pas pu avancer les frais. Mais voilà, pour une question de moyens, de toute façon, je ne pouvais pas payer, c'était trop cher. Donc en fait, je repars la cheville complètement déglinguée, en pleurant, en pleurant, en pleurant, et en me disant, bah maintenant, qu'est-ce que je fais quoi. Donc premier réflexe quand je rentre chez moi, c'est d'appeler ma maman, qui me dit, bon bah moi je vais contacter l'assurance en fait, auquel tu es inscrite, qu'elle paye tous les mois, voir si elle est valable à l'étranger et dans quel cas elle est valable, elle se met en place. Donc là, les choses se font très rapidement. Enfin, très rapidement. Au niveau de l'assurance, ils contactent un hôpital avec un intermédiaire qui est sur place. Et donc, du coup, je suis envoyée dans un hôpital près de chez moi pour passer les examens, pour savoir réellement ce que j'ai, ce qui se passe et voir ce qu'il faut adopter ensuite. Donc, je vais peut-être un jour ou deux après dans cet hôpital, je passe une radio. Je vois un premier médecin orthopédiste qui n'est pas chirurgien, qui est seulement orthopédiste, qui me dit voilà, le compte rendu de la radio montre qu'il n'y a aucune fracture osseuse, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, ils avaient fait une radio en fait des 2 chevilles pour pouvoir comparer. Et il me dit par contre, on voit que entre les 2 os, en fait il y a 2 os principaux dans une cheville, qu'entre les 2 chevilles, l'écart des os n'est pas la même. Et si c'est le cas, c'est qu'en général, il y a un problème au niveau des ligaments, puisqu'en fait, entre ces 2 os, il y a 2 ou 3 ligaments en fait, qui maintiennent ces 2 os à une distance, une certaine distance.
Et elle commence à me dire que normalement on devrait voir une espèce de petite forme bizarre qu'on voit pas du tout sur ma cheville gauche. Et donc il y a un problème au niveau de la cheville et que ce serait potentiellement un ligamentaire. Suite à ça, on me demande d'aller faire un IRM, l'IRM que je vois, que je passe quelques jours plus tard. En Corée, c'est 2 jours, 2-3 jours. L'IRM est beaucoup plus difficile entre guillemets à obtenir. Si 2 jours c'est difficile, voilà. Donc 2 jours après, je reviens, je passe l'IRM, je vois l'orthopédiste qui n'est pas encore chirurgien, qui me dit écoutez, on va refaire une radio, voir s'il n'y a toujours aucune fracture osseuse. Je repasse une radio, quand je reviens, c'est un autre médecin orthopédiste qui n'est toujours pas chirurgien qui me reçoit et qui me dit en fait la même chose, qui me dit cette fois-ci au niveau des ligaments, il y a un réel problème, il n'y a plus rien qui maintient les deux os en fait. Et il m'a dit voilà, moi je suis pas chirurgien, mais dans ces cas-là, en général, on opère. Donc suite à ça, on me fait revenir quelques jours plus tard, on prend rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste qui regarde les radios, qui regarde l'IRM et qui me dit il n'y a plus rien en fait, les ligaments entre ces deux os permettent que ces petits os ne bougent pas pendant la marche et c'est ce qui donne la stabilité à la cheville, c'est ce qui fait qu'on ne se tord pas la cheville tout le temps. Et moi c'est ça que j'ai plus, c'est cette stabilité à la cheville, j'ai plus ces ligaments entre les os. Ce qui fait que quand je marche, des fois, il y a un petit écart, mais parfois de quelques millimètres entre les os qui se fait, mais qui déstabilise complètement ma cheville et qui fait que je tombe et que je me fais des entorses à répétition. Donc il me dit ça, il me dit bon, bah, on va opérer. Et puis on en parle, il me demande combien de temps je reste en Corée pour voir si le suivi post-opératoire est possible. Et puis il me dit bon, alors ce que je te propose, c'est que cet après-midi, tu fasses les tests préopératoires et puis on t'opère demain matin. Et moi, je suis obligée de refuser parce que c'est mon assurance française qui finance ça, qui avance les frais. Donc, je suis obligée d'avoir en aval l'accord de mon assurance. Donc, je lui explique que voilà, il me faut l'accord de mon assurance avant de faire ça, mais que voilà, ça me fait peur, j'ai peur que l'assurance refuse, je m'inquiète de ce que va dire l'assurance. Et donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe si je fais pas l'opération. Et là, en fait, il m'explique clairement que ma cheville n'a plus aucune stabilité et que je vais continuer de tomber toutes les semaines, voire de plus en plus souvent, parce que ma cheville, plus je tombe, plus elle se fragilise, et que les risques à long terme, c'est voilà, c'est une atteinte au niveau du cartilage, et donc il me dit dans 15 ans faire de l'arthrose et devoir te faire opérer pour de l'arthrose, et puis il me dit le risque entre guillemets le plus dangereux, c'est de développer des douleurs chroniques à la marche, donc avoir vraiment très très mal dès que je marche. Et il m'explique que le problème, c'est qu'une fois que ces douleurs chroniques apparaissent, même après opération, dans certains cas, elles ne disparaissent jamais. C'est-à-dire que si ça m'arrive, je peux avoir des douleurs chroniques à la cheville jusqu'à la fin de ma vie, même après opération. Et là, c'est la panique. Je me dis, j'ai 20 ans, je ne sais pas ce que je veux. Donc, je contacte mon assurance pour expliquer la situation, et mon assurance prend en charge en fait des frais opératoires si c'est une opération considérée comme urgente. Et ma première assurance, décide que ce n'est pas une opération urgente, que personne ne s'est jamais fait opérer pour une entorse, donc si vraiment je vais avoir droit à une opération, il va falloir le justifier en France et donc me faire rapatrier. Le rapatriement, c'est un refus catégorique pour moi parce que j'ai un contrat dans mon logement d'1 an, donc c'est-à-dire que même si je repars en France, je continue de payer pendant 1 an. J'ai payé toutes mes sessions d'avance à l'université, ça m'a coûté très cher. Et en repartant en France, vu que maintenant les visas sont fermés aux Français, ça veut dire que je ne reviens pas en Corée. Donc c'est vraiment une très grosse perte d'argent pour moi. Donc je leur explique qu'il n'est pas question que je me fasse rapatrier, que moi le médecin m'a dit qu'il fallait faire l'opération rapidement, au risque d'avoir ces douleurs chroniques, et une fois qu'elles sont là, c'est fini quoi. Je revois le chirurgien qui écrit lui-même un papier à l'assurance en disant que c'était une opération qui nécessitait d'être faite vraiment rapidement pour mon bien-être, mais aussi pour pas qu'il y ait des dommages qui soient irrémédiables en fait sur ma cheville quoi. Et donc mon assurance reste sur son point de vue de ce n'est pas une opération urgente, si elle veut la faire, il faut se faire rapatrier. Heureusement, j'ai un deuxième assureur qui a eu l'intelligence, suite à ses comptes rendus, de faire appel à un chirurgien orthopédiste français pour voir ce qu'il en est réellement et ce que lui en pense.
Et ce chirurgien orthopédiste français demande à voir les résultats d'IRM et certifie que s'il y a rupture des ligaments, il faut opérer et le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de dommages irréversibles sur ma cheville. Et donc en fait, mon deuxième assureur va appeler mon premier assureur en disant on a contacté un chirurgien orthopédiste qui nous certifie que c'est une urgence, il faut prendre en charge cette opération. À partir de là, tout se fait très vite. J'ai l'accord de mes deux assureurs en fait qui viennent se compléter au cas où le plafond serait dépassé. Et l'opération a lieu donc est prévue pour le 7 mai, entrée à l'hôpital le 6 mai. Voilà. Ça s'est fait vraiment très rapidement. Une fois que l'hôpital a eu l'accord de l'assurance, ça s'est fait. On m'a donné rendez-vous en moins d'une semaine en fait. On m'a dit dans 3 jours tu viens, on fait les tests préopératoires et puis t'es hospitalisé 2 jours après. Les tests préopératoires, c'était pour l'anesthésie, puisque ça a été une opération sous anesthésie générale. C'était une opération très simple. Euh, Enfin, très simple, oui. Relativement simple à réaliser. En fait, c'est juste me mettre une espèce de grande vis entre les deux os pour plus qu'il y ait d'écartement en fait et qu'ils se maintiennent. Et puis voilà, donc c'était une petite opération assez simple qui devait durer à la base 1 heure. Donc il fallait quand même faire des tests pour l'anesthésie. Et les tests que j'ai faits, donc il y a eu l'électrocardiogramme, il y a eu une analyse de sang, une analyse d'urine, enfin il y a eu plein de tests, j'ai pas trop compris. Il y en a eu d'autres, je sais même pas ce que c'est, mais voilà, j'ai eu pas mal de tests. Mais j'ai pas eu de rendez-vous avec le médecin anesthésiste, en fait, avec l'anesthésiste. Donc voilà. Je rentre à l'hôpital. Il faudrait que j'essaye de condenser ça, mais en gros, en Corée, quand on va à l'hôpital, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous pour nous apporter les repas ou pour nous aider à aller aux toilettes par exemple si on peut pas se déplacer, ce qui était mon cas. Mais Covid oblige, la personne qui vient avec toi à l'hôpital doit rester au sein même de l'hôpital pendant toute la durée de ton hospitalisation. Donc moi dans mon cas c'était 7 jours, donc il fallait quelqu'un qui m'accompagne pendant 7 jours, jour et nuit, puisqu'elle dormait juste à côté de moi cette personne. Dans mes amis, c'était pas possible, ils avaient cours, mon copain il travaille, enfin c'était une galère. Et en général en Corée en fait ils font appel à la famille, sauf que moi, je n'ai pas de famille ici. Donc l'hôpital demande à ce que mon assurance paye aussi une espèce d'auxiliaire de vie en gros, qui sera là pour moi pendant 7 jours. C'est ce qui est fait, je suis envoyée dans une chambre avec 3 autres patients et 3 autres auxiliaires de vie, donc on est au total 8 dans la chambre. Je sais pas si c'était une bonne idée d'aller dans une chambre avec autant de personnes. C'est moi qui ai changé au début, je devais être dans une chambre double seulement, donc on aurait été que 4 dans la pièce. Mais ça coûtait cher, enfin moi j'avais toujours peur de ce plafond en fait, de dépasser le plafond de mon assurance et de devoir payer. Donc en fait j'ai changé à toutes les options les moins chères en fait. Et donc dont cette option être dans une chambre à 4 plus 4 auxiliaires de vie, donc à 8. Mais bon, ça s'est fait. Donc la veille de l'opération, donc le jour de mon entrée à l'hôpital, on refait des tests, on refait des prises de sang, on prend la tension, mais la tension on me la prenait tous les jours, on la prend 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et bon évidemment avec le Covid on prend la fièvre, on la prend minimum 3 fois par jour, ça peut aller à plus. Et donc là je vois le médecin, enfin qui vient me voir, qui m'explique voilà un peu comment l'opération va se dérouler et qui m'explique aussi, qui me fait signer un papier en fait pour décharger l'hôpital s'il y a un problème avec l'anesthésie pendant l'opération et qui commence à me dire voilà dans certains cas mais c'est très rare, il y a des gens qui réagissent mal à l'anesthésie et qui font des crises cardiaques. Moi je rentre en panique complète, c'est ma première hospitalisation, c'est la première fois que je me fais opérer, je suis toute seule, j'ai pas ma famille, j'ai pas mon copain, j'ai pas mes amis à côté de moi, j'ai une inconnue qui ne parle pas anglais, qui parle que coréen. Et donc, moi qui ai un niveau de coréen qui reste assez basique, donc la communication est compliquée. Et là, on vient me voir, on me dit voilà, il y a des risques de crise cardiaque, mais ça arrive qu'aux vieux, mais ça peut arriver à des jeunes. Et moi, je suis en panique, je suis pas bien, là, je suis fébrile. Je signe le papier, j'ai peur, j'ai vraiment trop peur. Mais bon, je passe la nuit, hein, je passe une petite nuit, due au stress et au bruit environnant, en sachant que le matin, le réveil, les premiers check-up des infirmières qui viennent en général regarder la perfusion, il est vers 5h, 5h30 du matin.
Mais bon, je passe la nuit quand même. Et le lendemain, donc on vient me chercher à 9h30, 9h45 en me disant bon bah c'est l'heure. C'est l'heure. Et là, panique. Mais panique au fond de moi, vraiment que je renferme. Je veux pas montrer que je suis paniquée parce que bah, de toute façon j'ai l'impression que les gens autour de moi peuvent pas me comprendre. L'anesthésie générale apparemment en Corée c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Les gens sont habitués, ça leur fait pas peur. Moi je priais pour une anesthésie locale et on me dit anesthésie générale obligée. Bon, soit. Et puis, bah, comme je disais, c'est ma première opération, je sais pas comment ça va se passer, et je suis toute seule finalement. J'ai de la chance, mon auxiliaire de vie, elle m'emmène jusqu'au dernier endroit où elle a le droit d'aller. Alors elle me rassure un peu comme elle peut, elle voit que je suis en panique, mais bah, c'est une vieille dame, hein, c'est une vieille dame qui parle pas anglais, donc qui me dit en coréen que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça me rassure, mais en même temps, bah, ça me rassure pas tant que ça. Voilà, on commence à me préparer pour le bloc opératoire, mettre la charlotte, me détacher le t-shirt, me détacher l'espèce de pantalon et tout. Et je rentre au bloc opératoire, je stresse tellement que je convulse sur mon espèce de petit lit, sur mon brancard. Je tremble, je suis à deux doigts de pleurer, mais comme je disais, je pleure pas parce que j'essaie de renfermer mon stress. Et après, l'anesthésie arrive et en fait, je parlais avec l'infirmière à ce moment-là, qui me demandait comment je me sentais et tout. Et puis elle me fait les piqûres, elle me dit oh c'est rien, c'est rien. Et puis au bout d'un moment, je la regarde et je lui dis oh je suis fatiguée. Elle me demande ah bon, t'es fatiguée? Ah, c'est bizarre. Et puis plus rien quoi. L'opération devait durer 1 heure, elle dure presque 2 heures. Parce que y a la vis qui est mise, mais il y a aussi un autre ligament qui était à deux doigts de se déchirer, donc du coup il a voulu venir renforcer le ligament pour éviter une entorse à venir en fait. Donc elle dure un petit peu plus longtemps que prévu, et ça c'est ce que certainement les infirmiers n'étaient pas au courant, je sais pas, ils n'ont pas prévu le coup correctement. Euh, à mon réveil, j'avais pas encore les antidouleurs, parce qu'ils pensaient pas que j'allais me réveiller aussi vite. Et je me réveille mais en hurlant de douleur. J'ai mal, j'ai l'impression que je suis à vif, qu'on m'a ouvert à vif et que c'est encore ouvert. Et je hurle, je hurle, je hurle. Alors on me fait une piqûre, on me fait 2 piqûres, on me fait 3 piqûres et ça passe pas en fait. Et je pense que en fait il fallait me donner les antidouleurs avant que la douleur se réveille. Après c'était plus la peine quoi, c'était déjà fini pour moi. Donc j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais bon bah voilà, on voit que je suis stable, rythme cardiaque et tout, donc on me ramène en chambre. Je pleure, j'ai mal. Mais ça va, voilà, le stress est un peu retombé. Bon, maintenant j'ai juste mal. Et puis voilà, vont se suivre 6 jours d'hospitalisation, pas forcément dans les meilleures conditions. J'ai une auxiliaire de vie un peu étrange, assez vieille, et je pense que comme si ça faisait très longtemps qu'elle faisait ce métier, elle devait à moitié se prendre pour une infirmière. Et donc des fois, elle se permettait des choses qu'elle devrait pas. Donc quand j'avais le pied, des fois il y a le médecin qui venait voir un petit peu mon pied, la cicatrice. Il me demandait des fois d'essayer juste de bouger un tout petit peu le pied d'avant en arrière et de me dire, voilà, essaye de le faire un petit peu. Mais ça, c'était genre 3 jours après l'opération. Et moi, je l'ai fait un petit peu après que le médecin soit parti, mais comme l'auxiliaire de vie ne l'a pas vu, elle m'a dit de le refaire et je lui ai dit, mais j'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Et en fait, elle est venue prendre mon pied, elle l'a tordu, mais elle l'a pas tordu dans le bon sens. Donc moi, je crie de douleur. Il y a une infirmière qui arrive, oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis en fait, elle dit, oh non, rien, 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 rien. Et puis bon, bah elle s'en sort comme ça. Après, j'allais pas la balancer non plus, mais si elle avait pu ne pas me toucher de tout le séjour, ça m'aurait arrangé. Voilà, des fois, j'essayais de démêler mes fils de perfusion. Et pour m'aider à démêler, elle prenait les fils de la perfusion, elle tirait jusqu'au moment où elle m'a arraché la perfusion. Et ben ça fait mal, une perfusion arrachée, ça fait un bleu. Voilà, donc il a fallu refaire une perfusion, mon bras supportait plus la perfusion, mais elle disait si, il faut continuer dans ce bras-là, dans ce bras-là, dans ce bras-là. Les infirmières, elles étaient perdues, les pauvres. Il y a une infirmière qui lui a dit un petit peu maintenant, bah, arrête, on fait notre métier, on sait ce qu'on fait, donc arrête d'intervenir tout le temps. Mais voilà, bon, l'hospitalisation, ça n'a pas été la partie la plus fun, vraiment. Voilà, j'étais avec 3 autres patients, 3 autres auxiliaires de vie, donc on était vraiment 8 dans une assez petite chambre. Et c'était des patients très âgés,
dont une qui était dans un état mais lamentable. Je comprends même pas d'avoir été dans sa chambre tellement elle était dans un état un peu critique. Donc la pauvre dame était incontinente, donc elle se faisait dessus. Et comme elle était très âgée et assez amaigrie, elle avait froid tout le temps, même avec la couette, donc on n'avait pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Mais autant vous dire que quand on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres et que la petite dame se fait dessus, il y a une odeur dans la chambre. Oh, c'est un enfer. Mais bon, voilà, c'était une question de temps. Je suis ressortie de l'hôpital bien plus fatiguée qu'en arrivant. Et peut-être pas stressée, mais frustrée. J'étais frustrée de ce séjour à l'hôpital quand même. Et puis, suite à la sortie de mon hôpital, donc c'est 6 semaines complètes à ne surtout pas poser le pied par terre, donc je suis en béquille, j'ai une grosse botte, et pendant les 2 premières semaines après l'hospitalisation, j'ai rendez-vous tous les 2 à 3 jours, en fait, pour venir désinfecter la cicatrice. Après, on enlève les points, et du coup, là, j'ai rendez-vous une semaine après avoir enlevé les points, et après, c'est un rendez-vous toutes les 2 semaines, 2 à 3 semaines. Au total, depuis que je me suis blessée, j'ai peut-être fait une dizaine de radios. En fait, à chaque fois que je vais voir mon chirurgien, donc là maintenant je peux remarcher, mais même à chaque fois que je vais voir mon chirurgien, je vois pas d'abord le chirurgien, c'est je fais d'abord une radio, et ensuite je vais voir le chirurgien qui d'abord examine la radio pour voir s'il n'y a pas de problème, et qui ensuite me demande si ça va, si ça me fait mal, si voilà. Et là, alors aujourd'hui, j'ai passé un IRM pour voir en fait au niveau du ligament, ce qu'il m'a expliqué. Au niveau de la vis, ça s'est très bien mis, ça a bien cicatrisé, c'est vraiment nickel, ça n'a pas bougé. Et il me disait en fait le plus long, ça va être que le ligament cicatrise avec l'espèce de cordelette qui vient le renforcer. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc il me disait, voilà, j'ai toujours pas le droit de faire du sport, j'ai pas le droit de marcher beaucoup. Il faut que je fasse attention à tout ça. Et c'était, voilà, là c'était un petit peu le rendez-vous décisif pour me dire, tu vas pouvoir marcher plus ou peut-être commencer des exercices de rééducation plus poussés auxquels j'avais pas eu accès pour le moment à cause de ce ligament. Donc aujourd'hui j'ai fait mon IRM. Et demain, du coup, je vais faire une radio encore et je vais revoir mon chirurgien, du coup, qui va me parler un petit peu de mon ligament et de si c'est bien remis, c'est ça l'important. Donc voilà. Au niveau du coût de tout ce qui s'est produit pour l'instant, donc toutes les radios, l'IRM et l'hospitalisation plus opération, mon assurance a dit que ça avait grosso modo coûté à peu près 9000, 9600 euros. Entre 9000 et 9600. Je suis assez vague parce que la conversion en one euro c'est compliqué. Mais voilà, ça m'a coûté moins de 10 000 euros. Enfin, ça a coûté mon assurance moins de 10 000 euros pour une opération comme ça avec 7 jours d'hospitalisation, repas compris. Même si je le rappelle que j'ai pris toutes les options un peu cheap pour, au cas où dans mon budget. Et voilà, aujourd'hui je peux marcher. Je marche plutôt bien. Alors, je marche pas très longtemps. Quand je marche longtemps, je sens que ça commence à me tirer. Et, et quand ça commence à me tirer, je me dis maintenant, il faut que j'arrête, c'est fini quoi. Il faut que je fasse attention à cause de mon ligament. Je suis plus inquiète pour mon ligament, pour l'espèce d'énorme vis que j'ai dans la cheville, parce que bah, je me dis, la cheville, enfin là maintenant elle est tenue la cheville quoi. Maintenant le problème c'est mon ligament, donc je fais quand même hyper attention. J'ai eu beaucoup de médicaments. Alors, les médicaments, je les ai devant moi. Il faut que je vous montre en Corée, c'est rigolo parce que les médicaments qui sont pas accessibles sans ordonnance, on te donne jamais la boîte complète en fait. On te les donne en sachet, comme ça. Alors, voilà. Et on te donne pile le nombre pour la durée de ton traitement. Alors, je pense que c'est pour éviter peut-être que les gens prennent des médicaments trop forts, par exemple pour se suicider ou pour éviter peut-être les deals de médicaments. Pour utiliser ça ouais, comme de la drogue en fait. Donc voilà, en fait, il te donne vraiment pile le nombre dont tu as besoin et une fois la durée de ton traitement terminée, bah, tu n'as plus de médicaments en fait, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, alors là c'est des médicaments que j'ai pas pu prendre parce qu'ils m'ont rendu terriblement malade, mais en gros, vous voyez, c'est un peu long. Mais voilà, c'est rigolo. Après, par contre, les médicaments sans ordonnance, accessibles sans ordonnance, c'est des médicaments qui sont pas très forts. Mais là, on se donne la boîte parce qu'il n'y a pas de risque. Il y a forcément un risque de surdosage, mais je pense pas que tu puisses te droguer avec ou peut-être faire des tentatives de suicide, je sais pas. Mais par contre, voilà, les médicaments considérés comme forts, on te les donne sous forme de sachet. Un sachet égale ton médicament.
Et puis voilà. La prise en charge, juste pour conclure un petit peu, moi de ce que quand j'en ai parlé avec ma famille qui s'est déjà fait opérer en France, ils m'ont dit que la prise en charge était quand même un peu plus lourde ici, enfin plus lourde dans le sens où, voilà, moi pendant mon hospitalisation, on me faisait faire des prises de sang tous les 2 jours. On me prenait l'attention 3 fois par jour, on m'a fait faire rien qu'en 7 jours, pendant l'hospitalisation, j'ai fait 4 radios. Et maintenant, dès que je vois mon chirurgien, même 2 mois après, je continue à faire des radios avant de le voir. Chose qui, apparemment, en France, de toute façon, je pense pas. Après une opération, est-ce que pendant 6 mois, parce que moi, mon suivi avec mon chirurgien, il va se faire pendant 6 mois au total, si tout se passe bien. Et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais voilà, j'ai rendez-vous vraiment toutes les 2 semaines avec mon chirurgien. La différence qu'on a avec la France, c'est qu'en Corée, il n'y a pas réellement de médecin généraliste. C'est-à-dire que quand tu as mal quelque part, tu vas directement voir un spécialiste, qui n'est pas forcément chirurgien, mais tu vois un spécialiste. C'est-à-dire que demain j'ai mal au ventre, en France, on irait chez son médecin généraliste avant. En Corée, tu vas à l'hôpital ou dans une clinique et tu vois un spécialiste. Tu vois le spécialiste du ventre, je sais pas comment ça s'appelle, ou de la tête, ou les choses comme ça. Et en fait, c'est ça la grosse différence, c'est que ici, médecin généraliste, il n'y a pas, c'est que des spécialistes. Donc ils font la même formation qu'en France, ils sont généralistes, mais ils se spécialisent et tous les médecins sont comme ça. Et donc du coup, tu as une prise en charge qui paraît beaucoup plus sérieuse en fait, parce que tu sais tout de suite que tu es dans les mains d'un spécialiste en fait. Et les rendez-vous, les rendez-vous c'est un délire. Hein. C'est-à-dire que t'as mal quelque part, tu vas à l'hôpital, t'attends 20 minutes. Moi, le maximum qu'on m'ait fait attendre, c'est 20 minutes. Et mon médecin m'a appelé en me disant voilà, j'ai une urgence, je vais être absente pendant 20 minutes. Est-ce que ça te dérange? Si ça te dérange, tu vas voir un autre spécialiste. Parce que 20 minutes, pour eux, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, 20 minutes. Et donc, du coup, même le personnel est venu me voir pour s'excuser de l'attente pour 20 minutes. Je veux dire, de mes souvenirs, quand je vais aux urgences en France, que j'attends 6 heures, personne s'excuse de l'attente qu'on m'a fait subir. Après, bon, ici, les urgences, bon, il y a des heures de pointe aussi un petit peu, donc il se peut qu'on attende plus. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, si on va voir un médecin pas en urgence à l'hôpital, il n'y a pas vraiment d'attente. Et voilà, c'est ce que je te disais, les délais pour passer des radios ou des IRM, c'est complètement différent. Moi, je me rappelle avoir fait un IRM en France, j'ai attendu 4 mois avant d'avoir accès à l'IRM. En Corée, j'ai attendu 3 jours avant d'avoir mon IRM. Et c'était pas. Enfin, voilà, la dame a appelé, elle a dit oui, bon, on vient dans 3 jours et c'est bon. Et voilà. Et moi, limite, ce processus rapide comme ça m'a perturbée parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment un processus qui prenne du temps. Et c'est vrai que du coup, quand on m'a dit on t'opère et dans 3 jours t'es opéré, limite j'ai pas eu le temps d'avaler la pilule, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, que c'était déjà fini en fait. C'est très rapide, mais c'est tellement confortable en même temps parce que t'as mal, et quand t'as mal, tu veux être pris rapidement en charge, que ce soit une prise en charge médicale ou médicamenteuse. Et en Corée, on te la fournit rapidement cette prise en charge, chose qui n'est pas forcément le cas en France. Après, c'est parce qu'on a un système différent. Et voilà, ici on a une culture différente, ce serait peut-être intéressant de voir le pourquoi du comment ça marche aussi rapidement en Corée. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui fait que ça marche aussi bien. Mais voilà, du coup, même si ça a été, bon, ça a été compliqué, hein, j'ai hésité pas mal de fois à faire le rapatriement parce que se faire opérer dans un pays où tu parles pas la langue et où tu es un peu seul, il n'y a pas ta famille et tout ça, franchement, ça a été compliqué. C'est pas insurmontable, mais c'est compliqué. Euh, je pense que voilà, j'ai hésité pas mal de fois à me faire rapatrier, même après l'opération, parce que j'avais très peur du post-opératoire. Mais dans l'ensemble, euh, voilà, je pense que voilà, me faire opérer en Corée, finalement, ça a été peut-être la meilleure décision que j'ai pu prendre pour ma cheville. Parce que voilà, ma cheville, elle se porte mais nickel, elle a extrêmement bien cicatrisé et très rapidement. Je sais que si j'avais un problème, vu que je vois régulièrement mon chirurgien, je lui dis et tout de suite il cherche et il cherche vraiment à savoir le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, si ça me fait mal, qu'est-ce qui me fait mal, et on a à traiter en fait la cause de la douleur. Et du coup, c'est vraiment super confortable. Alors après, aller à l'hôpital toutes les 2 semaines, je vais pas mentir, ça me saoule un peu.
Mais, euh, mais voilà, j'ai une vraie prise en charge sérieuse et voilà, je me dis, bah, demain il m'arrive un truc, bah, mon chirurgien, je le vois bientôt et ça va pas être une galère pour le voir et je vais pas. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que c'est hyper confortable. Alors maintenant, au niveau de la vite fait de la communication, le médecin que j'ai vu parlait très très bien anglais, mais j'ai l'impression que les médecins ici en général parlent bien anglais, parce que certainement dans leurs études, ils font des études très longues, hein, et j'ai l'impression qu'ils apprennent tous les termes médicaux en anglais, de façon à pouvoir faire ces opérations sur des étrangers, hein. Je savais que les médecins qui faisaient de la chirurgie esthétique parlaient anglais parce qu'il y a un une très grosse clientèle étrangère en Corée pour la chirurgie esthétique. Mais voilà, pour les bobos comme ça, je pensais pas. Et puis en fait, ils parlent très bien anglais. Ce qui a posé problème, ça a été bah, les infirmières pendant l'hospitalisation, et puis bah, évidemment l'auxiliaire de vie, mais en même temps, voilà, eux, leur boulot, c'est voilà, c'est de faire les perfusions, c'est de faire attention aux patients, et bon, là où je suis allée, ils doivent pas avoir des patients comme ça tous les jours, et donc forcément l'anglais là c'était plus difficile. Mais par contre, avec le médecin, qui traite le spécialiste, en fait, l'anglais, ça va tout seul, quoi. Limite, c'est moi, à un moment, qui avait plus le vocabulaire, parce qu'il rentrait dans des termes hyper spécialisés pour m'expliquer ce que j'avais à la cheville. Sauf que bah, moi, les termes médicaux en anglais, je les connais pas. Je les connais déjà pas en français, donc ça a été à moi après de me renseigner. Et voilà. Je sais pas trop comment conclure tout ça. Que voilà, j'ai fait mon IRM, j'espère que mon ligament va bien. Ça, je le saurai demain. Euh, Voilà, non, j'ai pas de conclusion. J'ai pas du tout de conclusion. Non, que bon, si vous venez en Corée et que vous avez un bobo ou quelque chose comme ça, vous allez être très très bien prise en charge, vraiment. J'ai rien à dire sur la prise en charge, sur la façon dont ça s'est passé, à part bon, l'hospitalisation, mais c'était pas de la faute du médecin ni de l'hôpital. Mais ouais, non, vraiment, si vous arrive quelque chose en Corée, bah, ayez une assurance en France, vraiment, qui prend bien en charge. Mais voilà, en venant en Corée, vous savez que si vous arrive quelque chose, bah, vous êtes vraiment pris en charge à 100%. Et ça, c'est cool. C'est bon à savoir parce que souvent on s'inquiète quand on voyage, on se dit bah, s'il m'arrive quelque chose, comment ça va se passer. Bah, ici, si vous arrive quelque chose, ça va bien se passer, à condition d'avoir une assurance du coup. Voilà, j'ai soif. Ça fait 40 minutes que je parle non-stop. Du coup, voilà, j'ai plus rien à dire. Faudrait que je vous fasse d'autres vidéos sur les. J'essaierai de vous faire en tout cas d'autres vidéos sur un petit peu la vie en Corée et les différences qu'on a avec la France, parce que bah, du coup là vous avez pu le voir, je pense qu'il y en a pas mal. Euh, le fait qu'en France on ait des généralistes, en Corée on a que des spécialistes. Faudrait que je fasse des petites comparaisons comme ça peut être intéressant. Et puis voilà, dès que je trouverai un sujet cool dont je pourrais vous faire part, bah, je vous ferai une autre vidéo. Et puis, j'espère que ça vous intéressera. J'espère que ce sera pas trop long.